Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Thaïs Dabezac, je suis photographe depuis maintenant 3 ans, j'ai étudié dans la photographie à Montréal et voilà, vous pouvez me contacter si vous avez des questions sur mon adresse mail ou sur l'adresse du Crous. Et aujourd'hui, on va commencer avec une première leçon sur les fondements de la photographie argentique au numérique. Et je pense qu'il est important quand même de rappeler un peu toute l'histoire de la photographie avant de rentrer vraiment dans la technique pure et dure. Alors, la représentation du réel est une des préoccupations principales des hommes depuis la nuit des temps. Et au cœur d'une période marquée par de profonds bouleversements, une invention va déterminer l'évolution des arts graphiques. C'est par la peinture et la sculpture que va s'exprimer tout d'abord ce désir. Lors de la Renaissance italienne, les peintres vont se dégager d'une représentation de l'idéal, du symbolique, pour essayer de toucher une réalité des scènes religieuses, notamment par l'apport d'une perspective rigoureuse. En parallèle à ces recherches, la camera obscura est connue depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce dispositif permet la formation d'une image sur un papier translucide dans une chambre noire par un sténopé, c'est-à-dire un trou très fin. L'ajout de la lentille permettra de perfectionner ce système. Cependant, ce dispositif permet seulement la formation de l'image et non pas sa fixation. Il faudra alors attendre le début du XVIIIe siècle pour que des chimistes proposent une solution à ce problème. Alors 1839, la création de la photographie. Le 7 janvier 1839, lors d'une séance de l'Académie des sciences à Paris, l'astronome Louis-François Arago présente un nouveau procédé permettant de reproduire de manière mécanique, sans intervention manuelle, les images qui se forment dans la chambre obscure. Cette machine à dessiner employée depuis le XVIe siècle par les artistes. Ce procédé a été inventé par Jacques-Louis Mandé Daguerre, qui lui-même l'a baptisé daguerréotype. L'effet de surprise est réel, malgré les quelques informations qui ont percé dès 1835. Le mot photographie est alors proposé par Charles Weston le 2 février 1839, et signifie littéralement peindre ou écrire avec la lumière. Le procédé technique mis au point par Daguerre découle de très nombreuses recherches sur la sensibilité des sels d'argent, du nitrate d'argent ou chlorure d'argent, qui sont effectuées dès le début du XVIIIe siècle par les Allemands Scholz et Schill ou de l'anglais William Lewis. La création d'une image négative est connue bien avant 1839, mais le problème est le suivant: comment fixer l'image? Ce problème est alors résolu par Nicéphore Niepce au milieu des années 1820. Il développe une technique en chambre noire et fixe son image sur un mélange de poudre de charbon dissoute dans de l'huile essentielle de lavande. Daguerre s'inspire alors des travaux de Niepce pour la mise au point de son procédé. Il consiste en une plaque de cuivre recouverte d'argent sensibilisé. Comme souvent dans ce type de contexte, on ne peut pas vraiment affirmer que Daguerre soit vraiment l'inventeur de la photographie. En Angleterre, le 31 janvier 1839, William Henry Fox Talbot présente devant la Royal Society de Londres son propre procédé photographique. Évidemment, Talbot s'inspire grandement du travail de Niepce. Celui-ci a longtemps travaillé à la réalisation de l'héliographe en 1825, ce qui en fait la réalisation d'un positif en superposant un papier photosensible à celui du négatif obtenu avec les sels d'argent. Talbot réussit cette expérience en 1839 et nomme la photographie obtenue calotype. En parallèle, il travaille sur ce qu'il appelle des photogenic drawings. Il superpose à un papier photosensible un objet plus ou moins opaque
et une plaque de verre. Il laisse alors agir la lumière et obtient une empreinte de l'objet. En 1840, il découvre la notion d'image latente et il se rend compte en effet que l'image formée sur les sels peut être révélée grâce à un bain d'acide gallique. Le principal avantage de cette technique est la diminution du temps de pose du calotype, celui-ci passant alors de 5 minutes à 30 secondes. 1840-1855, cuivre, papier et verre. Malgré son succès, le daguerréotype n'est pas exempt de problèmes. Le temps de pose très long, les plaques de petite taille, le miroitement des plaques et l'unicité des teintes obtenues ne sont que les défauts principaux de ce procédé. Pour le temps de pose, le problème est complexe. Il dépend des conditions lumineuses, mais aussi atmosphériques, ainsi que de l'objectif utilisé. Le temps de pose varie donc considérablement selon l'utilisateur. Pour Daguerre, le temps de pose en 1839 est entre 10 minutes et 20 minutes à midi en été. Les recherches menées de part et d'autre de l'Atlantique permettent de descendre en dessous des 10 secondes dès 1840. Ces avancées permettent alors la création de nombreux studios, notamment à New York, spécialisés dans la réalisation de portraits. La dépendance à la lumière fait de la photographie une activité saisonnière. Si le portrait reste la principale utilisation du daguerréotype, les vues d'architectes et de paysages sont également fréquemment pratiquées. Talbot continue à travailler sur le calotype. Sa technique va être reprise et perfectionnée en Angleterre, mais aussi en France. L'Exposition universelle de Londres de 1851 célèbre ces nouvelles techniques et annonce l'avènement d'un nouveau type de négatif, le verre au collidon développé par Frederick Scott Archer. C'est un verre recouvert d'une solution de coton-poudre dissous dans de l'éther d'alcool. La surface libre du verre étant lisse, elle permet l'obtention de la photographie sans grain, d'une grande précision et se révélant de manière très rapide. Les tirages sont réalisés sur papier albuminé et cette technique va s'imposer comme référence pendant la vingtaine d'années qui vont suivre. Cependant, l'acte photographique demeure complexe. Rien que pour la réalisation d'un négatif, pas moins d'une dizaine d'opérations nécessitant des connaissances chimiques ainsi qu'un appareillage important sont nécessaires. Nettoyage du négatif vert, préparation et étendage du collidon, immersion dans un bain sensibilisateur, exposition à la chambre noire, développement puis fixation de l'image négative, vernissage du verre pour protéger la pellicule de collidon peu stable. L'opération de tirage se révèle tout aussi compliquée, préparation du papier sensibilisé, tirage le plus souvent à l'aide d'un châssis, directement à la lumière du soleil, virage pour donner à l'épreuve stabilité et franchise des nuances, fixage puis satinage afin de donner un aspect luisant. On parle de technique au collidon, humide, nécessitant que le photographe ait un véritable laboratoire à disposition. Pour les premières photographies, par exemple du Mont Blanc, en 1861, les frères Bisson étaient accompagnés de deux douzaines de porteurs chargés de 250 kg de bagages. En 1855, la technique du collidon sec est mise au point. On peut alors préparer ces plaques longtemps à l'avance, mais le procédé est peu sensible et nécessite un temps de pose élevé. Il demeure alors assez peu utilisé. La véritable révolution des temps de pose vient d'un procédé mentionné en 1871 par l'anglais Richard Leach Maddox, le gélatino-bromure d'argent. Procédé sec, il est amélioré par le belge Van Monschhoven et il gagne considérablement en sensibilité jusqu'à obtenir l'instantanéité. Le gélatino-bromure d'argent s'impose comme couche sensible à utiliser dès 1879.
À la même période, sont fabriqués de nouveaux appareils appelés touristes en France, puis folding cameras dans les pays anglo-saxons. Ils permettent une photographie aisée à l'extérieur. La chambre noire dite le touriste est inventée par Enial Bird en 1880 et comporte ainsi deux nouveautés, un châssis pliant et un magasin mécanique qui permet de changer de plaque facilement. Alors la chronophotographie, dont le terme est employé par Marey en 1886, est une prise de vue photographique successive d'un objet en déplacement dans un temps très rapproché. Les images ainsi produites décomposent et détaillent les mouvements effectués. En France, la personne qui est au centre de cette invention est donc Étienne Jules Marey, professeur au Collège de France. En 1882, lors de la mise au point de son surprenant fusil photographique permettant de prendre 12 vues en une seconde, Marey emploie le terme chronophotographe à plaque fixe lors de la mise au point de celle-ci la même année. Ce procédé qui impose désormais des intervalles de temps et d'espace réguliers entre les vues sera encore amélioré techniquement pour devenir la chronophotographie sur pellicule mobile en 1888 et pour finir avec son adaptation à la pellicule souple Kodak en 1890. À partir de 1872, l'anglais Edward Muybridge, photographe émigré aux États-Unis, est devenu très célèbre pour ses paysages grandioses. Il cherche alors à prouver par la photographie que les conclusions de Marey sur les allures d'un cheval sont vraies. Celui-ci, sans preuve absolue encore, avait annoncé dans une revue scientifique que le corps du cheval décolle du sol et ne le touche plus l'espace d'un instant durant sa course. Muybridge parviendra réellement à ses fins successives de la course d'un cheval. La réalisation se fait à l'extérieur et utilisera 12 chambres photographiques montées en série et déclenchées par la course du cheval en une demi-seconde. Les photographies successives du photographe Muybridge marqueront le scientifique Marey qui y voit un immense intérêt pour son domaine. À partir de 1881, Muybridge se lance dans une sorte d'inventaire chronophotographique avec au total plus de 3000 clichés d'animaux, mais surtout d'êtres humains. Marey, pour sa part, orientera toujours ses travaux chronophotographiques à des fins purement scientifiques. La chronophotographie aura donc permis d'importantes avancées scientifiques dans des domaines variés tels que la médecine, l'aérodynamique et l'hydrodynamique, et bien sûr le cinéma. Il restera alors aux frères Lumière à mettre au point la perforation du film, ainsi qu'un entraînement régulier de celui-ci pour triompher avec le cinématographe en 1895. Alors maintenant, on va parler un peu du noir et blanc à la couleur. Donc, la couleur fait son apparition avec les travaux de Clerk Maxwell en 1861 et le poète Charles Cros en 1869. James Clerk Maxwell, connu pour ses recherches en électromagnétisme, a réalisé la première photographie en vraie couleur en 1861. La première photographie couleur représente un ruban écossais et elle a été photographiée à 3 reprises, chaque fois avec une couleur différente de filtre sur l'objectif, en rouge, en vert et en bleu, donc les 3 couleurs primaires, et on parle alors de trichromie. Les 3 images ont été élaborées et projetées sur un écran avec 3 projecteurs différents, chacun équipé de la même couleur du filtre utilisé pour prendre la photo. La technique de superposition a donné le résultat final. Les 3 plaques photographiques se trouvent désormais dans un petit musée au 14 Indian Street, Édimbourg, la maison où est né Maxwell. Mais pendant ce temps-là, en France, Charles Cros présente quant à lui, en 1869,
la trichromie soustractive. Les frères Lumière présenteront plus tard, eux, en 1905, leur autochrome. L'utilisation est simple, mais la sensibilité très faible oblige à des pauses de quelques secondes et le format des plaques 9/12 impose des appareils très lourds. Les couleurs sont obtenues grâce à une trichromie composée de grains de fécule de pommes de terre et les couleurs primaires rouge, vert, bleu. Chaque autochrome est donc une image unique. La photographie autochrome était faite pour être regardée en projection. La reproduction sur papier révèle les subtilités de ce type de vision et aussi son caractère d'objet unique. Se voient en effet les imperfections de l'émulsion et les marques du temps. Les vues prises alors sur le vif sont peu fréquentes et le procédé ne permettant pas les prises de vue rapides. La miniaturisation des appareils passe par l'évolution des supports sensibles. En 1880 apparaît le papier utilisé comme rouleau. Le premier support synthétique fait son apparition, le nitrate de cellulose. Le celluloïd, comme support photographique, est développé et commercialisé par George Eastman et va permettre sa diffusion massive, la miniaturisation et donc la large diffusion de la photographie. Donc on peut aborder l'histoire de la photographie sans évoquer le petit format, tant ce concept a été décisif dans l'évolution ultérieure de la discipline. Thomas Edison avait défini vers 1891 les dimensions et les perforations de la pellicule utilisée dans le kinétoscope. En 1912, l'Américain Edgar Farr Smith construit une caméra utilisant ce support, mais le manque de sensibilité des émulsions fit échouer sa commercialisation. En 1909, le Français Étienne Mollier eut l'idée d'utiliser le film cinématographique 35 mm dans son appareil photographique appelé le sans-vue, un appareil de poche qui prenait tout de suite sans vue. Le sans-vue fut fabriqué en 1910 et obtint la médaille d'or du concours Lépine et fut commercialisé aussitôt à petite échelle et sans grand succès. En 1913, Oscar Barnack construit le premier prototype du Leica qui fut commercialisé à partir de 1920 et fut le premier des appareils utilisant le format 24/36 qui est resté le plus courant jusqu'à la fin du XXe siècle. Le Leica fut à l'origine du concept du petit format. Auparavant, le format des images négatives était au minimum de 4,5/6 et le plus souvent 6/9, et plus un tirage par contact permettait d'obtenir une épreuve positive lisible. Par contre, il était difficile de disposer sur une même pellicule plus d'une douzaine de vues. L'utilisation du film de 35 mm, sur lesquels les clichés mesurent 24/36, permet alors de tripler l'autonomie du film. Le 24/36, s'il représente le standard le plus utilisé dans la pratique photographique tant amateur que professionnelle, n'a pas supplanté totalement les autres formats. Une taille de négatif supérieure permet une image d'encore meilleure qualité et les professionnels ou les amateurs les plus avertis continuent d'utiliser le moyen format qui va de 4,5/6 à 6/9 et dont le support est un film souple et le grand format sur plan film ou plaque de verre. Alors le Polaroid, lui, a été créé par Edwin Land en 1843 et le principe est révolutionnaire. Dans la pellicule, le film et le papier sont solidaires. Après la prise de vue, ils sont tirés ensemble hors du boîtier au moyen d'une languette et en sortant, ils passent entre deux rouleaux de caoutchouc qui écrasent des sachets de produits de traitement visqueux entre le film et le papier. Le transfert d'image et le développement commencent aussitôt et nécessitent 3 minutes avant la séparation de l'épreuve et du négatif. La photographie restera un univers de petites boutiques spécialisées où l'on vient commander des portraits. La photographie apparaît alors comme une démocratisation de la peinture. Les paysages, les carnets de voyage et les reportages photographiques apparaissent très vite.
Les événements de la Commune de Paris, par exemple, sont très abondamment photographiés et le musée Carnavalet conserve plusieurs milliers de photographies des barricades ou de l'incendie des Tuileries. La guerre de sécession américaine et les nouvelles aventures coloniales en Afrique ou en Asie installeront également la photographie comme un nouvel auxiliaire du journalisme. Mais une deuxième ère commence dans la décennie 1880 avec la révolution Kodak. Comme on l'a déjà un peu entendu tout à l'heure, George Eastman entreprend la fabrication et la commercialisation de plaques au gélatino-bromure d'argent. L'année suivante, il fondera Eastman Dry Plate Company, qui deviendra très bientôt Kodak. Arrive alors la mise au point par Eastman de la pellicule souple, succédant aux plaques lourdes, fragiles et coûteuses. La photographie traditionnelle, celle des professionnels, lui devra un nouvel essor. En 1888, l'Eastman Dry Plate Company devient Kodak et propose le premier appareil grand public. Le slogan était donc « Appuyez sur le bouton, nous ferons le reste ». L'appareil coûtait alors 25 $ et permettait de prendre une centaine de photos. On le renvoyait ensuite au fabricant qui développait le film, tirait les photos et renvoyait le tout avec l'appareil rechargé. Le succès est immédiat, accéléré encore par une succession de nouveaux modèles aboutissant au Brownie de 1900 qui ne coûtait plus qu'1 $. Les responsables de laboratoires de développement sont alors surpris et dépités. Les clients photographient leurs chiens. La photographie grand public change en effet profondément de nature. Il ne s'agit seulement plus de portraits solennels, mais de fixer des événements personnels, grands et surtout petits. La photographie jusqu'alors avait un sens collectif. Elle était pour les autres. Les photos inscrivaient leur sujet dans un ordre social, celui de la famille, du patrimoine ou bien celui de l'histoire. Désormais, l'immense majorité des clichés sont à usage personnel et prennent leur sens par rapport à la mémoire individuelle. La photographie est un rite du culte domestique par lequel on fabrique des images privées de la vie privée, écrira plus tard Pierre Bourdieu. Dans les 2 premières parties du XXe siècle, si les progrès techniques ont été considérables, ils ne font qu'améliorer, automatiser, fiabiliser le système technique à la fin du XIXe siècle. La photographie dans l'enquête pratique culturelle de 1973 n'a été pratiquée en France que par 1 Français sur 2 au cours de la dernière année, dont seulement 18% souvent. Malgré l'apparition des appareils simplifiés, tels que les Instamatic de Kodak, la photo, surtout en couleur, reste chère. Elle s'organise autour de 3 cercles concentriques qui ont une vision très différente. Des grands noms sont alors apparus en France. Adguet, Doisneau, Cartier-Bresson, et la principale aspiration de ce cercle est que la photographie soit reconnue comme un des beaux-arts. Ici, on utilise des appareils grand format, Rolleiflex ou Hasselblad, ou bien des Leica ou des Nikon. On laisse la plupart du temps aux techniciens la tâche subalterne du tirage. Un second cercle est alors celui des amateurs, souvent regroupés dans des nombreux clubs photos, qui dans les années 60 fleurissent dans les écoles, les entreprises ou les équipements culturels locaux. Bourdieu, Castel et Schnapper voient dans leur discours et leur pratique la volonté de nouvelles catégories moyennes d'affirmer leur appartenance à la bourgeoisie tout en exprimant une distance avec ses valeurs. Ainsi, l'excellence technique, le choix de la focale, de la pellicule est elle-même privilégiée en un regard d'une prétention esthétique leur paraissant faire ressortir d'une culture littéraire qui les exclut. Les membres de ce second cercle feront alors la fortune du rayon appareil réflexe de la Fnac dans les années 70. Ils préfèrent, quand ils le peuvent, développer et tirer les photos eux-mêmes. Enfin, le troisième cercle, qui dispose d'appareils simples, comme les Instamatic ou les appareils 24-36 à focale fixe, continue de photographier leurs vacances, les fêtes familiales et constitue des albums photos. Ni la maîtrise technique ni l'esthétique ne font alors partie de ces préoccupations. C'est au contraire la simplicité de l'appareil qui est privilégiée
ainsi que le coût et la rapidité du tirage. Alors, le numérique ne représentait encore que 10% du marché français des appareils photo en 1999, mais 6 ans plus tard, en 2005, sa part était de 97%. Des évolutions aussi rapides sont extrêmement rares dans les industries culturelles. Le premier appareil photo électronique est le Mavica de Sony, présenté à la Photokina de 1979. Il s'agit encore d'un appareil analogique, mais c'est un premier coup de tonnerre dans le ciel bleu d'une industrie assise sur une tradition vieille d'un siècle et demi. D'abord parce que Sony est un intrus qui n'appartient pas à la grande famille des industriels de la photo. Ensuite parce que le Mavica, bien qu'analogique, propose de se passer de la pellicule argentique au profit d'un enregistrement magnétique. Mais ce coup de tonnerre restera 15 ans sans conséquence. La qualité des photos est décevante et le support magnétique ne s'inscrit pas dans une filière technique convaincante, tant pour le tirage photo que pour l'archivage du support. Canon, firme faisant cette fois partie du club de la photo traditionnelle, proposera quant à elle, en 1989, le Ion, nouvel appareil magnétique mais sans plus de succès. Il faudra attendre 1994 pour que Apple, autre intrus, mette sur le marché le QuickTake, développé conjointement avec Kodak, premier appareil proposé au grand public. Mais ce n'est qu'en 1996 que le marché de la photo numérique débarque réellement. En France, il se vendra 1400 appareils numériques cette année-là, contre environ 2 millions d'appareils argentiques. On ne peut donc pas dire au total que la photo numérique soit apparue par surprise, sans que les industriels du secteur n'aient rien vu venir. Canon ou Kodak, à des titres divers, pourraient même en revendiquer à bon droit une part de la paternité. La grande majorité des observateurs de la photographie traditionnelle se sont focalisés à cette époque sur le débat des appareils numériques contre argentiques, capteurs contre pellicule. Mais c'était perdre de vue un champ de bataille beaucoup plus vaste entre des filières d'usage. Les meilleurs arguments du numérique ne devraient pas être recherchés dans les appareils de prise de vue. La disparition ou le rachat de plusieurs grands noms de l'industrie, Ilford, Avgar, Rolei, Polaroid, entre autres, ont soit disparu, soit ne subsistent que sous forme de marque. C'est également le cas de Leica, Minolta ou Konica. La révolution numérique dans le disque ou la vidéo avait au contraire laissé le paysage industriel à peu près intact, car les nouveaux matériels étaient proposés par les grands noms de l'ère analogique, tant du côté des biens que des services qui leur étaient associés. La deuxième tendance fut l'apparition de nouveaux acteurs majeurs venus de l'électronique grand public, Sony, Panasonic, Samsung, de l'informatique, Hewlett-Packard, Apple ou des logiciels Adobe, Microsoft et Corel. Géographiquement, cette évolution a été catastrophique pour l'Europe, qui n'a plus aucun acteur industriel significatif dans une filière photographique où elle a longtemps brillé et traduit une polarisation autour de l'Asie. La photographie était auparavant, par essence, un processus discret. Il s'agissait d'arrêter le temps, d'une part parce que nous prenions peu de photos, espacées dans le temps. Ensuite, parce que ces instantanés ménageaient un intervalle entre le moment de la prise de vue et la contemplation du résultat. Enfin, parce que nous les regardions pas souvent par la suite. Aujourd'hui, il s'agit d'un processus presque continu. Les photographies sont plus fréquentes, leur résultat est immédiat, et enfin, elles circulent et se transforment ensuite. Ce passage du discret au continu recèle probablement une petite mais authentique révolution culturelle.